À l'Université pédagogique nationale, une thèse met en lumière les potentiels de l'intelligence artificielle pour améliorer le dépistage, les diagnostics et les suivis de l'hépatite virale en République démocratique du Congo, avec une recherche menée par Anita Mukawa, distinguée de la plus grande distinction. La deuxième édition du Forum Impact, elle, met les femmes au cœur du développement de la nation. Organisée autour du thème des voix aux décisions, la rencontre a mis l'accent sur l'autonomisation économique, l'accès au financement et le renforcement de la participation des femmes aux espaces de décision. Voilà tout pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs. Pour les mois d'août 2026, le gouvernement prévoit de mobiliser 2274,5 milliards de francs congolais au titre des recettes et dons, alors que les dépenses publiques sont projetées à 3048,6 milliards de francs, en écart des 774,1 milliards de francs congolais que l'État compte principalement couvrir par les emprunts sur les marchés intérieurs. Cette programmation intervient après un mois de juillet marqué par une mobilisation de recettes supérieures aux prévisions. Jocelyne Mouteba. Pour le mois d'août 2026, le gouvernement table sur 2247,5 milliards de francs congolais de recettes et dons. Dans le même temps, les dépenses publiques sont projetées à 3048,6 milliards de francs, dont 1143,6 milliards destinés à la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Cette progression fait apparaître un besoin de financement prévisionnel de 774,1 milliards de francs congolais. Selon la Banque centrale du Congo, ce gap devrait être essentiellement couvert par le produit d'emprunt mobilisé sur le marché domestique. Ces prévisions interviennent après une performance favorable des régies financières en juillet. À la fin du mois de juillet, les recettes mobiliers ont atteint 3 953,8 milliards de francs congolais, dépassant les prévisions. La DGDI a contribué à hauteur de 2 515 milliards, la DGD avec 805,9 milliards et la DGRAD avec 633 milliards de francs congolais. Au même moment, les dépenses de l'État se sont élevées à 4 325,7 milliards de francs congolais, dont 1384,4 milliards consacrés au salaire des agents et fonctionnaires et 38,8 milliards aux frais financiers. Au début du mois d'août, le premier données disponible montrait déjà 195 milliards de francs congolais des recettes collectées au 6 août contre 548,1 milliards de dépenses exécutées, dont 128,6 milliards consacrés à la paie, selon la note de conjoncture économique arrêtée au 7 août 2026. La trajectoire des finances publiques restait donc marquée par un besoin de financement que le gouvernement prévoit de couvrir notamment à travers le marché intérieur. La Direction nationale des contrôles des payes et des gestions des enseignants, DINACOP en sigle, accélère l'assainissement de la paye dans les secteurs de l'éducation. Grâce au contrôle récemment effectué, elle fait état de plus de 23 000 enseignants régularisés et plus de 471 millions de francs congolais d'économies réalisées. Le détail signé Divine Nontiela. La réforme engagée dans le secteur de l'éducation nationale commence à produire des effets concrets sur le terrain. Plus de 23 000 enseignants du primaire, autrefois sous-payés, ont été régularisés et bénéficient désormais d'une prime de gratuité passée de 30 000 à 80 000 francs congolais. Cette réforme produit aujourd'hui des résultats concrets. 23 675 enseignants du primaire, jadis sous-payés, ont été régularisés et bénéficient désormais du montant intégral de 80 000 francs congolais. Et ce n'est pas tout. 621 enseignants qui ne bénéficiaient pas encore de la prime de gratuité ont également été régularisés et bénéficient désormais de cette prime. Outre la révalorisation de la prime, la DINACOP, à la suite de son contrôle, a permis de sauver plus de 471 millions de francs congolais d'économies réalisées, lesquelles ont abouti à la régularisation de ces enseignants. Le travail réalisé a ainsi permis d'élaguer les fictifs et doublons.
Vous l'avez certainement suivi au sommaire de ces journaux, donner davantage de place aux femmes dans les espaces de décision, mais surtout transformer les discours en actions concrètes. C'est l'ambition de la deuxième édition du Forum Impactel, une initiative organisée par le leadership de la femme des médias autour du thème des voix aux décisions, femmes au cœur du développement. Entrepreneurs, panélistes et acteurs du secteur entrepreneurial ont échangé sur les moyens de renforcer l'autonomisation économique des femmes, de faciliter l'accès au financement et de permettre aux entrepreneurs de franchir un nouveau cap. Reportage signé Jocelyne Mouteba et Sili Chamala. Au Musée national de la RDC, l'entrepreneuriat féminin était au cœur des échanges à travers Impactel 2026. Entrepreneurs, panélistes et acteurs institutionnels ont partagé leur expérience autour du financement, de l'accompagnement technique, de la communication et du leadership, avec un objectif précis, identifier des solutions concrètes pour permettre aux femmes de développer leur activité. Impactel a aujourd'hui voulu rassembler les femmes, mais aussi les hommes qui sont venus pour que nous puissions discuter autour des thématiques telles que le leadership féminin et l'entrepreneuriat des femmes. Donc ici, il y a eu plusieurs thématiques autour, par exemple, du financement, de l'accès au financement, mais de l'accès aussi à l'appui technique, de la communication, parce que pour se faire connaître aussi, il faut arriver à se faire vendre au travers des outils de communication, mais aussi également un partage d'expérience entre celles qui sont déjà CEO, celles qui entreprennent déjà, pour qu'elles puissent donner aussi leur exemple. Pour les organisateurs, Impactel ne doit toutefois pas être un forum de plus. Les participantes ont notamment exprimé leur besoin d'accéder à davantage d'informations et des formations sur les structures et mécanismes d'accompagnement disponibles. Plusieurs intervenants se sont ainsi engagés à contribuer aux prochaines sessions des formations destinées aux femmes entrepreneurs. Il faut aller se former pour avoir les compétences techniques qui vous permettent de bien gérer vos entreprises. On a parlé de l'accès au marché, combien il est important de mutualiser les efforts pour permettre aux femmes de faire des revendications. Ce qui m'a touché, c'est que les femmes ont demandé et même interpeller les autorités qui sont passées pour qu'elles puissent avoir accès d'abord aux formations. L'ambition est désormais de transformer les échanges en actions concrètes, mieux informer, renforcer les capacités et accompagner les femmes afin qu'elles puissent structurer leurs entreprises, accéder aux opportunités et franchir un nouveau cap dans leur développement. Dans ces débuts du mois d'août, la République démocratique du Congo interdit l'exportation des concentrés de cuivre et des cobalt, une décision qui marque une nouvelle étape dans la politique minière du pays. Mais interdire l'exportation du brut suffit-il à bâtir une véritable industrie locale? Les analystes économiques appellent à accompagner cette mesure de financement, d'investissement et des compétences pour éviter qu'elle ne reste un simple effet d'annonce. Récit de Benchokuta et Edi Boma. Transformer davantage des minerais sur le territoire congolais afin de conserver une plus grande partie de leur valeur ajoutée dans le pays, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement en durcissant les règles d'exportation. Pour les analystes, cette orientation peut favoriser l'émergence d'une industrie locale, mais elle doit être accompagnée de mesures concrètes. Nous devons faire de sorte que dans les conseils d'administration des entreprises du portefeuille de l'État, qu'on puisse avoir des chefs d'entreprise du bord privé qui sont administrateurs, même présidents de conseil d'administration. Et c'est comme ça que vous allez voir que cette économie que nous cherchons peut évoluer. Au-delà de la décision réglementaire, l'enjeu est désormais de créer les conditions nécessaires à cette transformation. Infrastructures, énergie, finances et compétences. Sans ce préalable, l'interdiction risque de se heurter aux réalités du secteur minier et de ne pas produire les effets attendus. L'autre impératif à prendre en compte, selon les analystes, c'est de faire davantage entrer les compétences du secteur privé dans la gouvernance des grands groupes miniers publics. On ne peut pas avoir la transformation sans avoir les industriels. Et qui on appelle les industriels? Ce sont des entrepreneurs qui ont commencé déjà dans le service et qui connaissent un peu les problématiques sociétales dans leur marché et qui essaient de s'imposer comme industriels. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous, en République démocratique du Congo, à l'époque du maréchal Mobutu, on avait créé une branche financière uniquement pour permettre qu'on puisse avoir la transformation. Vous les connaissez tous, les journalistes en matière économique, qu'on appelle le fonds de promotion industrielle. Où moi, j'ai toujours dit
qu'on ne peut plus continuer avec un fonds. On doit faire ces fonds une banque publique d'investissement avec les 3 branches essentielles pour cautionner la transformation dans le pays. Pour rappel, Kinshasa a également mis en place une nouvelle fiscalité sur certains sous-produits miniers afin d'augmenter les recettes de l'État. Une mesure qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mieux tirer profit des ressources minières du pays. La salle cadet de l'Université pédagogique nationale a servi de cadre à la soutenance publique d'une thèse consacrée à la contribution de l'intelligence artificielle dans la prise en charge rapide et efficace de l'hépatite virale en République démocratique du Congo. Une recherche qui explore les potentiels de l'IA pour améliorer le dépistage, les diagnostics et les suivis des patients. Un travail de l'impétrante Anita Mukawa, sanctionné par la mention la plus grande distinction, ouvrant ainsi la voie à l'obtention de son grade de docteur. Témoin de l'événement, Grace Mayo et Ruben Manata. L'intelligence artificielle au service de la santé, c'est autour de cette innovation que s'est articulée la soutenance publique de cette thèse consacrée à la contribution d'un outil capable de dépister avec rapidité et efficacité l'hépatite virale en République démocratique du Congo. Alors que cette maladie ravage dans un silence total plus de 15% de la population, cet outil d'aide à la décision tombe à point nommé. Son objectif est d'orienter les professionnels de la santé dans la prise en charge de la maladie, mais aussi de permettre aux patients de se situer sur les degrés d'appartenance de cette maladie dangereuse et mortelle. Nous avons utilisé l'IA pour développer un outil qui est un soft computing. Ce soft computing est basé sur le fuzzy clustering et sur la combinaison des classifieurs flous capables de dépister automatiquement l'hépatite virale en République démocratique du Congo. Et nous avons trouvé que nous devons mettre notre expertise à leur disposition afin d'optimiser leurs prestations en termes de rapidité et d'efficacité. À travers cette étude, la récipiendaire entend aussi contribuer à l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans le système de santé en RDC. Loin de s'appliquer uniquement à l'hépatite virale, l'outil conçu et développé peut s'orienter vers d'autres champs d'application. Après délibération à huis clos, Madame Anita Mukawa a obtenu la mention la plus grande distinction. Ainsi, s'est achevée dans une ambiance conviviale la cérémonie solennelle. Le monde a célébré le 12 août dernier la journée internationale de la jeunesse en République démocratique du Congo. Les enfants de militaires et policiers ne sont pas restés en marge de cette célébration. Ils ont rappelé à l'occasion les sacrifices de leurs parents engagés hier et encore aujourd'hui au service de la nation et estiment que leur propre situation mérite davantage d'attention. Au-delà de leurs droits et de leurs conditions sociales, ils souhaitent également être associés aux réflexions et aux décisions publiques qui concernent leur avenir. À travers Bienvenu Lukokissa, représentant de la dynamique des enfants des militaires et policiers, cette jeunesse appelle à une meilleure reconnaissance et à une véritable place dans la vie publique. Suivez. Ça fait 30 ans. Ça doit faire 30 ans. Pour ne pas aller plus loin, ça doit faire 30 ans que ces enfants perdent les êtres chers. Dans ces conflits armés, il n'y a pas les grands perdants que nous. Nous offrons nos parents. Et quand ils partent, qu'en est-il de l'avenir de ces enfants? Si vous traversez non loin de chez vous, vous verrez qu'il y a un camp qu'on appelle Camp Mufungola. Songez y entrer. Trouvez dans quelle situation ces enfants grandissent dans l'incertitude. Quand papa meurt, vous n'avez pas d'autres activités. Et c'est du coup la jungle. Nous avons notre plaidoyer qui est la prise en compte des besoins d'ordre sanitaire, sécuritaire, c'est-à-dire sécurité sociale, d'ordre politique, dans la prise en charge des enfants des militaires, qui sont au niveau de l'enseignement primaire, bien qu'il est gratuit, mais il y a des frais connexes. Nous avions recensé 5000 enfants au niveau des Ituri qui n'ont pas pu être à l'école l'année académique qui s'est achevée. Alors quel est l'avenir de ces enfants?
Et nous sommes en train d'encadrer, nous sommes en train d'informer, nous sommes en train d'instruire, nous sommes en train de motiver à travers nos propres financements des activités pour que les familles des militaires puissent avoir une classe qu'on appelle élite. Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée internationale de la jeunesse, plusieurs jeunes à Kinshasa ont réitéré leur plaidoyer dans la lutte contre la corruption et la facilitation de l'accès au crédit bancaire pour promouvoir des projets entrepreneuriaux. Retrouvez à ce sujet les interventions de Junior Kamaï et Clément Mwalaba dans ces propos recueillis par Émile Kassangalo Pepe et Edi Boma. Aujourd'hui, la plupart des jeunes souffrent d'un problème des non-emplois et ils sont dans le chômage. Il y a des jeunes là qui ont étudié mais n'ont pas des opportunités. Donc c'est parmi les obstacles qui font en sorte que non, la République démocratique du Congo ne puisse pas se développer. Bon, c'est le gouvernement. Le gouvernement en soi devrait normalement donner des opportunités aux jeunes et mettre des structures en place qui peuvent commencer à accompagner les jeunes qui ont des projets, parce que ce n'est pas des projets qui manquent, il y a des jeunes là qui ont des projets, mais ils sont bités peut-être par des moyens financiers. Donc ici, nous plaidons, nous demandons au gouvernement de mettre des structures en place qui peuvent commencer à accompagner financièrement des jeunes là qui ont leurs projets. Et il y a aussi des jeunes qui ont des projets qui peuvent aussi engager une affaire de 10 ou 20 jeunes, pourvu toujours d'aider cette jeunesse-là d'aller de l'avant. Nous avons certaines habitudes qui ont légitimé la corruption. Vous avez dans plusieurs partis politiques, dans des manifestations politiques, des jeunes qui y sont associés se retrouvent comme ça en train de toucher à des sommes dont ils ne savent pas la source de provenance. Il faut que le travail de lutte contre la corruption fasse partie intégrante du système d'éducation nationale. Et pour ceux qui ne sont plus à l'école, les intégrer dans un système de sensibilisation, de formation, pour qu'ils sachent que les biens de l'État, c'est un bien commun. Ils ne doivent pas, en aucun cas, participer d'une manière ou d'une autre dans ce travail-là de détournement et de corruption. À Kinkolé, les taxis pirogues rythment les quotidiens du port de pêche et constituent une source importante de revenus pour de nombreux jeunes. Ces embarcations assurent le transport des personnes et des marchandises, facilitant notamment l'acheminement des produits de pêche, tout en proposant aux visiteurs des balades sur les eaux du fleuve Congo. Les piroguiers témoignent de l'importance de cette activité pour l'économie locale, mais aussi s'étendent sur des difficultés auxquelles ils sont confrontés, parmi lesquels l'accès à des équipements modernes de sécurité pour mieux protéger les passagers et les conducteurs lors des traversées. Immersion dans ces reportages de Michel Kachama et Oriben Manata. Dans ce débarcadère animé et bordé de nombreuses pirogues, chaque conducteur tente de convaincre les clients dans une course quotidienne pour assurer ses moyens de subsistance. Un métier exigeant qui demande courage, endurance et détermination. Malgré des revenus souvent modestes et des conditions de travail parfois difficiles, ces piroguiers continuent d'exercer leur activité avec fierté au rythme des mouvements du fleuve. Notre travail nécessite beaucoup de courage et de détermination. Chacun mobilise ce client. Nous travaillons dans l'informel, au risque de nos vies, face aux intempéries du fleuve. Les courses dépendent de la distance à parcourir. Malgré cela, nous aimons notre métier. Pour certains, ces business restent une activité qui permet de subvenir aux besoins quotidiens. Je ne vis que de ça comme travail. C'est pénible, mais je m'efforce à y parvenir. En une journée, je gagne 3 à 5 000 francs congolais. Au-delà de l'aspect économique, le taxi pirogue occupe une place essentielle dans la vie des populations locales dans cette partie du pays.
L'évacuation des produits agricoles dans l'espace Grand Kasaï s'apprête à connaître un tournant décisif et majeur. Les gouvernements centraux annoncent les débuts des constructions de la route des dessertes agricoles Katalaï-Mweka. C'est le ministre de l'Agriculture Moïno Nzangi qui a fait cette annonce lors de son séjour dans cette partie du pays. En réaction, les notables de ces coins saluent cette décision qui va encourager et booster la production locale. Les explications de Patrick John Mukengeshaye et Sile Chamala. L'annonce de la construction de la route des dessertes agricoles et Katalaï-Mweka par le ministre Moïno Nzangi suscite de réactions positives. Les notables de ces coins louent l'initiative. Pour Maître Chevalier Kwete Mwana Kwete, cette nouvelle est un grand soulagement pour les producteurs locaux. J'ai remercié les ministres, comme j'ai commencé par dire, pour sa visite à Mweka, à Chikapa et à Ilebo. Il avait commencé par Ilebo, le même jour il est passé par Mweka, le lendemain il était à Chikapa. Et surtout pour avoir lancé les travaux d'asphaltage ou de mettre des goudrons entre Chikapa, disons, les villages Katalaï jusqu'à Mweka. Pour ces notables, beaucoup reste encore à faire pour rendre plus productif ce territoire qui est un véritable grenier agricole. Vous produisez, il faut vendre pour trouver l'argent. Vous allez vendre chez qui? Parce qu'il n'y a pas de travail. Le seul travail chez nous, c'est l'enseignement. L'économie, où est-ce que nous allons trouver les moyens pour développer Mweka? Les moyens viendront d'où? Parce que les trains ne marchent pas. Il n'y a pas de véhicule qui peut passer à Mweka. Il n'y a pas de commerçants qui peuvent trouver un véhicule à Mweka. Ça va venir d'où? Et pourtant, dans l'État, Mweka, c'est le grenier agricole qui faisait vivre tous les pays presque. Tous les édifices prévus pour les programmes de 145 territoires n'existent pas à Mweka. À Mweka, le chef de l'État a échoué. Il faut le dire, qu'on se le dise. On n'a pas honte de dire la vérité. À Mweka, le chef de l'État a échoué. Où là, il a reçu partout ailleurs, sauf à Mweka. Rappelons que cette initiative du gouvernement s'inscrit dans la vision du chef de l'État de renforcer les bassins agricoles de production et d'accroître les productions locales. On va quitter Kinshasa pour atterrir du côté de la province de Lualaba. Après les groupements Mouchiman dans les territoires de Muchacha, la gouverneure de la dite province, Fifi Masuka Saini, a poursuivi le 11 août dernier son itinérance dans la commune rurale de Fungureme, en territoire de Lubudi, à une centaine de kilomètres de Kolwezi. Accueilli par une foule nombreuse, l'autorité provinciale a échangé avec la population sur les actions de développement menées dans la région, tout en recueillant ses principales préoccupations, notamment en matière de sécurité et d'exploitation minière artisanale. Un retour sur les faits. Après les groupements Mouchima dans les territoires des Muchacha, la gouverneure du Lualaba a poursuivi avec son itinérance dans la commune rurale de Fungureme, en territoire de Lubudi, mardi 11 août 2026, à au moins 90 km de Kolwezi. Accueillie par la bourgmestre de Fungureme, Aline Makano Chilombo, Fifi Masuka Saini était engloutie dans une marée humaine du rond-point royal jusqu'à la tribune centrale de l'avenue Kasolondo. Cadres et militants des formations politiques, membres des mouvements associatifs, des organisations de la société civile, différentes couches des habitants, dont ceux des organisations des exploitants miniers artisanaux, n'ont pas voulu rater l'arrivée de la femme qui fait rayonner la volonté politique du président Tshisekedi au Lualaba. Chants, danses et ovations étaient au rendez-vous. Quelques élus provinciaux et nationaux ont également à cœur joie accompagné la gouverneure du Lualaba. S'adressant à la foule, elle a mis en lumière les actions réalisées par les chefs de l'État en faveur de la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national, mais aussi les différentes initiatives de son gouvernement pour le développement des Fungureme et plus largement du territoire de Lubudi. Très attentive aux préoccupations de la population, la gouverneure a recueilli plusieurs doléances principalement liées à la sécurité, mais également à
à l'octroi des zones d'exploitation minière artisanale aux acteurs des Fungurumé, une mesure qui, selon la population, permettrait de mettre fin aux incursions des exploitants artisanaux dans les concessions des entreprises minières. Face à ces préoccupations, Fifi Masuka Saini appelle la population au calme et à la patience, rassurant que cette question devrait trouver une solution dans un bref délai. Il faut trouver la solution facile au loté. Dans ma société humaine, je vais les recevoir. Qu'est-ce qui se passe pour le président Aïcha Mitouma Mapaterote Mouronayo? Moi, je viens de me dire à la géologue, il y a vu. Il y a un gars qui a zéro loté, il y a une moitié à maman pour nous. Ma société tout a soumis à l'âme, tout jouer exactement, va te nous sortir dans ma gamme. Tout le mazéa, d'autres va te nous sortir, tu fais la date de couverture du boko. Il est tout à l'heure, tu vas étirer ma fâche à votre tranquille. Tu n'as pas d'âme. Profitons de cette rencontre populaire, la gouverneure Masuka a également sensibilisé les habitants sur les débats autour du changement de la Constitution. Elle a invité la population de cette partie du Lualaba à s'informer de manière responsable, à éviter les manipulations et les discours de division. À travers cette itinérance, l'autorité provinciale entend impulser le développement à la base en étant à l'écoute des populations du Lualaba profond et en recueillant directement leurs préoccupations afin d'y apporter des solutions appropriées. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec la prospérité qui titre sa 6e page. À l'heure où la République démocratique du Congo mène une bataille décisive pour sa transition numérique, notamment à travers le déploiement de l'identité numérique RDC Pass et le renforcement de guichets uniques, l'apport des technologies éprouvé apparaît comme un accélérateur indispensable. À en croire le journal, cette entreprise n'arrive pas les mains vides, forte de près de 14 ans d'expertise et d'une présence de 7 pays du continent. Pestaflow affiche plusieurs réalisations
Pour tous ceux qui nous ont pris un cours de diffusion, voici pour vous le rappel de quelques titres. À l'Université pédagogique nationale, une thèse met en lumière les potentiels de l'intelligence artificielle pour améliorer le dépistage, les diagnostics et les suivis de l'hépatite virale en République démocratique du Congo, avec une recherche menée par Anita Mukawa, distinguée de la plus grande distinction. La deuxième édition du Forum Impact, elle, met les femmes au cœur du développement de la nation. Organisée autour du thème des voix aux décisions, la rencontre a mis l'accent sur l'autonomisation économique, l'accès au financement et le renforcement de la participation des femmes aux espaces de décision. Voilà qui met un terme à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Restez sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs.